Quand tout bascule dans Reporter.net du 13 octobre 2025. Selon le rapport Global Tipping Points, publié le 13 octobre et rédigé par 160 scientifiques issus de 23 pays et 87 institutions, le monde vient d'entrer dans une nouvelle réalité. De nombreuses composantes du système climatique menacent, en effet, de basculer à tout moment vers un nouvel état qui ferait encourir des risques catastrophiques à des milliards de personnes. De quoi s'agit-il ? Des points de bascule climatique qui désignent le seuil critique au-delà duquel un élément clé du climat terrestre, calotte polaire, courant océanique, forêt tropicale, etc., peut basculer dans un nouvel état de manière souvent irréversible. Le point de bascule concernant la biosphère a déjà été franchi. Un des effets est le blanchissement irréversible des coraux. Un deuxième point de bascule se manifeste dans le processus de savanisation de la forêt amazonienne. Un troisième point de bascule a également été franchi, l'effondrement des deux systèmes glaciaires, la calotte glaciaire de l'Antarctique de l'Ouest et celle du Groenland, qui se poursuivrait sur plusieurs décennies à plusieurs siècles, voire des millénaires, entraînant plusieurs mètres de montée des niveaux des mers. Un autre point de bascule est en passe d'être franchi, l'effondrement des courants océaniques. En fait, ce qui inquiète les scientifiques, c'est l'interdépendance des 20 points de bascule étudiés. L'effondrement de l'un affecte nécessairement par un phénomène de cascade une partie des autres, créant des instabilités majeures pour la sécurité alimentaire, les infrastructures énergétiques, la stabilité économique et la cohésion sociale, affectant des milliards de personnes à travers le monde. Manjana Milkoret, chercheuse à l'université d'Oslo et co-autrice du rapport, indique que les dégâts causés par les points de bascule seront très différents des dégâts classiques du changement climatique. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Nos décideurs ne comprennent pas ce que signifient les points de bascule. Pour que les concerts durent, dans Gilry.earth du 9 août 2025. Un concert de Metallica aux États-Unis génère 350 grammes CO2 équivalent par kilowattheure. L'énergie consommée est majoritairement issue de combustibles fossiles. Un concert de Gojira émet 35 grammes CO2 équivalent par kilowattheure. L'énergie consommée est majoritairement d'origine nucléaire. D'après le magazine Medium, la tournée européenne Formation de Beyoncé aurait nécessité pas moins de 7 avions cargo Boeing 747 pour transporter tout le matériel scénique d'un pays à l'autre, et il ne s'agit que de la logistique. Un festival de 50 000 spectateurs en France émet par exemple 1000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 565 allers-retours Paris-New York en avion. En fait, un concert met en œuvre plusieurs moyens. Les transports pour les artistes, les équipes, le matériel et le public, du matériel et des moyens humains pour créer, construire, monter, démonter, stocker le dispositif scénique, de l'énergie électrique pour assurer le chauffage ou la climatisation, la sonorisation, les écrans, la lumière, etc., des moyens de restauration et d'hébergement pour les artistes, les équipes, voire le public, de la logistique pour collecter les déchets et les traiter. Cette question est-elle vraiment un problème majeur ? Sans doute pas, mais elle contribue à une nécessaire réflexion qui concerne un changement des habitudes. On peut par exemple imaginer regrouper les concerts dans des lieux plus grands et mieux équipés, afin de limiter le nombre de déplacements et optimiser la consommation d'énergie. Il est également possible d'organiser le déplacement du public de façon différente, covoiturage, navettes organisées, partenariats avec les compagnies ferroviaires, etc. Par exemple, Massive Attack, pour encourager ses fans à prendre les transports en commun, a noué un partenariat avec une plateforme de réservation ferroviaire, Trainhugger, qui plante un arbre pour chaque billet acheté. Chaque spectateur venant en train aura droit d'accéder à un bar VIP avec toilettes à part et une correspondance gratuite entre la gare et le festival en bus électrique. Massive Attack s'est aussi arrangé avec la compagnie ferroviaire locale pour affréter les trains supplémentaires. En 2024, 57% des Français déclaraient avoir assisté à un concert live au moins une fois par an. Il faut donc s'assurer que ces moments puissent toujours avoir lieu dans l'avenir. Avec plus de 20 ans de carrière, Chaka Ponk donnait leur ultime concert le samedi 30 novembre 2024 à Paris, préférant arrêter pour des raisons écologiques. Coldplay, en s'entourant de professionnels de la transition écologique du MIT, a réussi sur sa dernière tournée à baisser ses émissions de CO2 de 59% par rapport à ses précédentes, de 2016 et 2017. C'est donc possible. Fascisation quand les associations sont attaquées dans usbererika.com du 13 octobre 2025. Les sociologues Antonio Delfini et Julien Talpin, animateurs de l'Observatoire des libertés associatives créé en 2019 et auteurs de L'État contre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire, aux éditions textuelles, décrivent les atteintes à la liberté associative. Ils notent que beaucoup de dispositions restreignant les libertés publiques, qui étaient pensées comme provisoires, sont entrées dans le droit commun. Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme en 2017, loi anti-casseurs en 2019 et, in fine, la loi séparatisme en 2021. S'impose l'idée que pour l'idée contre le terrorisme, il faut cibler large et notamment tous ceux qui viennent critiquer le fonctionnement des institutions. En fait, on se heurte au non-choix suivant, moins de liberté pour plus de sécurité.
Julien Tarpin rappelle que le contrat d'engagement républicain instauré par la loi séparatisme, forçant les associations à s'engager à respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, à ne pas remettre en cause la laïcité et à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public si elle souhaite obtenir des subventions publiques, incarne aussi les dérives liées à la lutte antiterroriste. L'un des cas emblématiques est le procès de la compagnie de théâtre Arlette Moreau à Poitiers, dont la préfecture a refusé de lui accorder une subvention en raison de ses engagements militants. L'un de ses projets artistiques critiquait les méga-bassines. Dans ce phénomène de développement de la répression, l'extrême droite joue un rôle de plus en plus prépondérant. Typiquement, il y a quelques mois, l'association antifasciste La Jeune Garde a été dissoute par Bruno Retailleau, une procédure soutenue de longue date par les militants identitaires. Toutefois, on notera que la tentative de dissolution des soulèvements de la terre, par exemple, a été encouragée par la mobilisation du syndicat agricole majoritaire FNSEA. Cette organisation est-elle d'extrême droite ? Les sociologues considèrent que restreindre la liberté d'association, c'est tuer une école de la citoyenneté où l'on apprend à prendre la parole et à organiser des manifs. Pour eux, c'est la vitalité démocratique qui est en jeu. 2070, les premières régions du monde inhabitables dans sciencepost.fr du 9 octobre 2025. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord figurent déjà parmi les régions les plus inhospitalières de la planète en termes de température. Des modèles climatiques récents montrent que le rythme de réchauffement dans ces régions n'est pas uniforme. Par exemple, l'intérieur de la péninsule arabique se réchauffe jusqu'à 3,5 fois plus vite que la moyenne mondiale. À ce rythme, la région pourrait connaître un réchauffement de 3 à 4 degrés dès les années 2070, soit environ 3 décennies avant d'autres parties du globe. Les zones particulièrement concernées incluent la province de Riyad en Arabie Saoudite où les températures estivales pourraient atteindre des niveaux extrêmes ainsi que certaines parties de l'Algérie et de la Mauritanie. En hiver, des points chauds se concentrent sur les montagnes d'Elbourz en Iran. Plus inquiétant encore, d'ici 2100, les scénarios les plus pessimistes prévoient un réchauffement atteignant jusqu'à 9 degrés dans la péninsule arabique centrale, une région déjà aride et peu équipée pour faire face à de telles conditions. Dans un scénario de réchauffement à haute intensité, certaines parties de la région pourraient devenir tout simplement invivables pour l'être humain. La montée des températures dans ces régions alimente aussi des tensions sociales et géopolitiques. L'insécurité alimentaire croissante et la raréfaction des ressources hydriques exacerbent les inégalités entre communautés rurales et urbaines, amplifiant les risques de conflits internes. À l'échelle internationale, ces défis créent des vagues migratoires importantes, avec des millions de personnes cherchant refuge dans des zones moins touchées par le réchauffement. La surexploitation des éleveurs dans novetic.fr du 9 octobre 2025. Une enquête réalisée par le journaliste indépendant Ulysse Thévenon montre dans son livre « Le sens du bétail » aux éditions Flammarion comment les éleveurs sont broyés par les abattoirs, les industriels, les hypermarchés, les coopératives. Par exemple, les abattoirs conservent pour eux les bénéfices du 5e quartier, cuir sans abat, sans en reverser un centime aux éleveurs. Les banques orientent les jeunes agriculteurs vers des modèles intensifs à condition d'accepter des niveaux énormes d'endettement. Si l'industriel qui rachète leur production fait défaut, c'est la ruine et la misère qui s'ensuit. Certaines coopératives créent des montages financiers complexes avec des holdings qui accumulent des centaines de millions d'euros pendant que les éleveurs touchent le prix du lait le plus bas de France. Les conseillers agricoles ont en réalité des objectifs commerciaux et poussent les agriculteurs à l'achat de toujours plus d'intrants, y compris à des éleveurs en grande difficulté. Le modèle dominant repose sur quelques grands acteurs qui tiennent l'ensemble de la chaîne. Il y a très peu de choix, très peu de marge de manœuvre. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.